Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement. Bonsoir à tous, salut les citoyens, bienvenue sur Purpose. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Apérocratie avec ce soir Julien Bayou. Salut Julien. Salut. Secrétaire national d'Europe Écologie les Verts. Et Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir, salut. Pour partager ce petit moment avec nous, on devrait être 4, mais Nathalie m'aurait malheureusement un impératif professionnel, puisqu'elle couvre la campagne et donc elle va suivre Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Marine Le Pen ce soir, donc on se retrouve entre choisir ses combats. Ouais, c'est ça. Donc elle a choisi le sien, et peut-être qu'elle n'a pas choisi d'ailleurs. Non, elle n'a pas choisi, sont répartis les rédactions ont toujours des spécialistes qui suivent tel ou tel candidat. Et là, on lui a assigné Marine Le Pen et la droite en général. Voilà. Là, ça fait vraiment cliché, quoi. Les 3 mecs autour d'un apéro, franchement, c'est ça. pas bravo. Ouais. D'ailleurs, ça serait sympa de se poser la question du chat, parce qu'on a plus des mecs, parce qu'on a plus des nanas dans le chat. Je crois quand même que... Sur Twitch, je suis vraiment très étonné. Ouais. Je pense qu'on connaît le résultat. C'est ça. Une plateforme de gamers à l'origine. Donc, et il y a de plus en plus de filles. Les Twitchers qui marchent mieux, c'est quand même des filles en général. Ouais. Ce qui n'est pas antinomique. Ouais. T'as des stats là-dessus? Oui, T'as des stats là-dessus? Ouais, il y a des stats, c'est celle qui marche le mieux. Bon alors, la tradition dans cette émission, c'est commencer par ouvrir la bouteille. Donc là, j'ai une petite bouteille de rouge, mais Julien, tu nous as amené une petite bière, donc à la CBD. Ouais, tu m'avais dit alcool local, Ouais. donc c'est une bière au CBD, vraiment je recommande. Il se trouve que je fais partie du pool des avocats qui a obtenu l'arrêt de l'arrêté qui interdisait la vente de chanvre, de CBD, de fleurs de CBD. Mais par ailleurs, en bière, c'est vraiment très bien. Le CBD, c'est intéressant parce que ça permet aussi à des personnes qui sont addictes au cannabis de se sevrer, entre guillemets. Okay. Ils continuent de fumer, mais ils passent au CBD et il n'y a plus le côté psychotrope ou addictif. Et puis par ailleurs, pour les gens, pour les autres, pour le côté apaisant, pour le sommeil et pour les douleurs, certaines douleurs, c'est vraiment très bon. Et en bière, par contre, attention parce que ça repose, quoi, vraiment. Ça repose. Ouais, carrément, volontiers. Allez. D'autant plus qu'il y a plein de boutiques. Moi, j'habite et je travaille dans le 9e. Il y a plein de boutiques de CBD qui se sont créées. Il y a des rues entières où il y a quasiment que des boutiques de CBD. Ouais. Et pour répondre c'est grâce à toi, si je comprends bien. M436, là, Maxime 36, ouais, c'est du CBD local, francilien. C'est Paul Ziegler et son frère qui ont pris la brasserie sur Lunin, là, Nanteau-sur-Lunin. Nanteau-sur-Lunin. Donc c'est vraiment au sud de Fontainebleau. Et c'est un cadre magnifique. Donc si vous êtes dans le coin derrière Fontainebleau, un peu au sud, avant le Loiret, allez boire un coup là-bas, c'est vraiment très sympa. Et puis ils font vraiment leur bière eux-mêmes. C'est eux qui ont fait tous les tests pour voir comment ça se mariait bien avec le CBD. Ouais, c'est bon. Verdict. Et pour les connaisseurs, c'est marqué dessus 10 mg. Ouais, jusqu'à la dose, un peu de base. D'accord. Si c'est pour des douleurs, il faut monter un peu au-dessus. D'accord. Mais 10, c'est bien. Ok. Tu faisais partie du groupe là, de parlementaires qui ont bossé sur la légalisation du cannabis? Alors moi, je ne suis pas parlementaire. Je vais être candidat aux législatives dans les 3e et 10e arrondissements, mais je ne suis pas... 5e Circo. Voilà, 5e Circo. Mais je ne suis pas parlementaire, je suis conseiller régional en Ile-de-France. Et non, en fait, il y a cette vieille idée que pour lutter contre la drogue, il faut lutter contre les personnes qui se droguent, comme si ça améliorait la situation. Et depuis les années 90, on a la pire réponse pénale d'Europe, quasi. Et c'est un tel fiasco que tu as la pire addiction chez les mineurs. En fait, encore aujourd'hui, c'est plus compliqué de se fournir en shit que en... Pardon, c'est plus simple de se procurer une barrette de cannabis, même au lycée, qu'une bouteille de whisky, en fait. Parce que c'est vraiment contrôlé sur l'alcool et pas du tout sur le cannabis. Alors, est-ce que la CBD, ça pousse au cerveau? Ouais, non, c'est pas bon du tout pour les mineurs. Donc, en fait, c'est vraiment un fiasco d'abord de santé publique. Faut faire vraiment attention, ça peut altérer le développement du cerveau jusqu'à 16, 18 et un peu plus. Pourtant, si je ne dis pas de conneries, la bière, on est en catégorie 3 sur les alcools, donc on peut en consommer et en vendre aux mineurs de 16 ans. Ouais, me semble-t-il. Peut-être. En tout cas, moi je pensais que c'était interdit au moins de 18. Mais le cannabis, c'est, il faut une politique de réduction des risques, quoi. C'est psychotrope et c'est addictif. Ce que n'est pas le CBD. Et donc l'État s'est dit, ça ressemble à du cannabis, on va tout taper.
alors qu'en fait, ça permet plutôt à des gens de s'en sortir, quoi. Notamment les jeunes parents, quoi, qui veulent un peu décrocher parce que le matin, en amenant les enfants, le joint dans la figure, ça va pas, quoi. Et donc, c'est un vrai outil. Et puis, par ailleurs, il y a plein de boutiques. Ça crée un peu d'emploi local et tout. C'est une filière de débouchés pour les producteurs de chanvre, les agriculteurs. Enfin, le chanvre, c'est bien pour l'isolation. Enfin, il y a plein de vertus. Le cannabis thérapeutique, c'est autorisé? Et ben, c'est une expérimentation qui est en cours et qui traîne, qui tarde. Voilà. Qui tarde. Qui tarde. Parce qu'apparemment, ils veulent en fabriquer en vertical à Paris. Du cannabis thérapeutique. Ouais. Des essais de culture Ah ouais, ok. en vertical, Ok. en aquaponie, je pense, dans un conteneur, quoi. Bah, le chanvre a vraiment plein de vertus. Vraiment Ouais. plein de vertus. Mais je crois que tout n'est pas autorisé à la vente. Enfin, je veux dire, quand ils te le vendent en infusion, pas forcément pour le fumer. En fait, il n'y a pas encore. Alors justement, c'est ça qui avait Je crois que les été graines sont interdit. interdites, il me Ouais. semble. Sur le CBD, ils avaient interdit les fleurs. Ok. Sauf que c'est vraiment comme ça que les gens le découvrent. C'est Oui. des fumeurs de cannabis qui fument, qui passaient aux fleurs Oui. de CBD. Et ils avaient interdit ça. Et on a fait casser, avec l'Union des professionnels du CBD et Maître Pizarro, on a fait casser cet arrêté au Conseil d'État, début janvier. D'accord. Donc, Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aux États-Unis, c'est un business de 80 milliards de dollars, le cannabis, Ouais. dans les États qui ont légalisé. Mm. C'est un énorme business. Donc, ça Oui. fait qu'il y a des investisseurs. Moi, j'ai fait un dîner avec des investisseurs américains qui avaient traversé la frontière avec une Juul. Une Juul, c'est une cigarette électronique, et dedans, il y avait du cannabis, et ils fumaient ça comme ils boiraient du Bourgogne. C'est une culture complètement différente. toujours pour répondre à Maxime, ça vaut le coup de demander à la brasserie Luna In, luna.in, mais c'est parce qu'elle est sur le Luna. Et il me semble que le CBD, il est importé, justement parce que c'est trop compliqué pour les producteurs de chanvre de se lancer, quoi. Comme on a fait du stop and go, on a interdit ou pas. C'est plutôt les Suisses et Italiens, Autrichiens qui ont les gros marchés de chanvre, alors qu'on en produit beaucoup en France. Mais à la base, c'est le même chanvre que la weed ou dont Non, on c'est des élimine le variétés. THC C'est ou des c'est une autre variété Non, c'est des sans variétés. Ça THC? s'appelle du cannabis sativa, je crois. Ok. Qui est naturellement sans Avec THC. pauvre en THC, Ok. moins de 0,2%. Ça marche. Et donc, c'est non psychotrope, non addictif. Par contre, il y a toutes les vertus relaxantes et autres. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, au goût, c'est impeccable. Je ne sais pas si ça va nous faire un quelconque effet. Ça, on le verra au fur et à mesure de la soirée. Vous nous direz. Brasserie Luna 1 In, j'ai tenu ma parole de vous faire un peu de promo. La brasserie à Nantes sur Luna des frères Ziegler. Salut. On verra sans doute des posts sur Insta demain, comme à chaque fois qu'un invité amène une bouteille, on fait la promo. Bon, la campagne, ça se passe comment? On est en plein dedans. C'est Comment une drôle de parenthèse d'ailleurs d'être ici avec vous parce que littéralement ça n'arrête pas. Je ne sais même pas très bien quel jour on est. Et demain, moi je suis à Londres avec Mélanie Vogel qui est la sénatrice française de l'étranger pour faire campagne auprès des Français et Françaises de l'étranger. Jeudi à Besançon, vendredi ça n'arrête pas. Et ça c'est mon programme à moi. Le programme de Yannick Jadot, évidemment encore plus serré. Mais oui, on rentre dans le dur là. On rentre dans le dur, on a le meeting de fin de campagne ou de lancement de la fin de campagne, on ne sait plus comment l'appeler, qui est au Zénith dimanche, donc à 13h, 13-14h si vous voulez venir, un meeting à Paris. Et ouais, on rentre dans le dur. C'est où? Au Meeting Zénith? Zénith, ouais, 19e arrondissement. Ok. Et peut-être qu'enfin, c'est frappant parce que cette campagne, c'est une drôle de campagne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment démarré, elle n'a jamais vraiment démarré. Je parle sous tout contrôle, mais je pense que tu seras d'accord. On n'a pas eu de campagne. On a eu plusieurs vraiment. kidnappings en fait. Il y a l'extrême droite déjà qui a fait un kidnapping monstrueux à nous parler d'immigration et en fait d'islam. Alors que les préoccupations des gens, c'était plutôt pouvoir d'achat, logement, les dépenses contraintes, le carburant, l'énergie, la santé évidemment et l'environnement. Ça, c'était vraiment les 3 gros trucs de l'automne, mais on nous a parlé que d'outrance, antisémites, racistes et autres. Après, il y a le Covid, évidemment, qui fait que plein de gens n'avaient pas la tête à ça et l'ont toujours pas vraiment encore. Il y a beaucoup de cas. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais il y a énormément de cas. On a relâché la... 80 000. Ouais, c'est fou. Ouais. Quand tu penses que il y a un an, on nous disait que le seuil de reprise, de retour à la normale, c'est 5 000 cas. Alors, on est à 80 et on a... Tu sais, c'est... Mais plus avec le même variant. Plus avec le même variant, mais c'est aussi parce que la présidentielle approche. Il Ouais. faut être un peu honnête là-dessus. Clairement, pour toi, c'est la raison du On a un peu... relâchement des mesures. Je pense que tout le monde ici, vous et moi, on a envie d'un retour à la normale. Donc C'est clair. on est un peu... Moi j'ai eu le Covid fin décembre.
Ouais, moi aussi. Même Je me période. dis, bon, bah, je l'ai eu, le truc, maintenant, essayons, mais il ne faut pas baisser la garde, quoi. Mais quand le gouvernement dit allez-y, Ouais, on se fait un pas petit tout le monde peu, on se fait plaisir, quoi. Voilà, Oui, c'est les beaux jours, on a Ouais. envie de voir les s'ouvrir, c'est normal, mais là, quand même, c'est frappant, parce qu'il y a un an, on nous disait c'est 5000 cas. On est bien au-dessus. Et en tout cas, évidemment, ça prend une immense part du temps de cerveau disponible, entre guillemets. Euh, et après, il y a le refus du président de débattre. Ça, c'est quand même un vrai problème, parce que quand il balance l'histoire de la retraite à 65 ans, on ne peut pas argumenter en face. Les journalistes, ils peuvent relancer une fois, mais ils ne peuvent pas contredire ou faire une contre-proposition. Quand il dit que les allocataires du RSA sont en gros un peu responsables de leur situation et qu'il faudrait qu'ils acceptent de travailler, proposer autre chose, il faut pouvoir percuter en débat. Et ça, il le refuse. Il nous disait qu'il n'avait pas le temps. Mais en fait, il fait les interviews. Là, il était sur France Bleu, je crois, ou France Info, le président. Donc en fait, c'est vraiment volonté de ne pas débattre, de ne pas se prendre une contradiction. Bah oui, Guy Coffil, là, c'est sûr qu'en débat, il y aurait quelqu'un pour lui dire sur le chômage, il suffit de traverser la rue. Ça le remettrait un petit peu face à ses responsabilités. Là, il appelle au calme, le président, sur la situation en Corse. Très bien. Il appelle au dialogue. Sauf qu'en fait, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir et qu'il a fait hyper vertical, qu'il a refusé de discuter avec la majorité autonomiste en Corse. Enfin bref, il n'assume pas son bilan, quoi. Et puis le dernier point qui fait que c'est une drôle de campagne, c'est la crise en Ukraine, quoi, le retour de la guerre en Europe. Et ça, par contre, ça risque... ça ne met pas entre parenthèses. Je trouve que ça donne de la profondeur à ce qui se joue le 10 avril. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une élection de plus ou un mandat, est-ce que le président sortant va être réélu? On est vraiment sur l'Europe, oui, non, quoi. La paix, comment on s'organise, comment on sort de la dépendance, la vulnérabilité, la complaisance sur les dictateurs. Et nous, on dit ça passe par sortir des énergies fossiles, quoi. Ce qui est bon pour le climat, c'est aussi bon pour la paix, pour l'indépendance énergétique, pour le porte-monnaie. On se posait justement la question en préparant le live en se disant est-ce que c'est plus difficile ou finalement la guerre en Ukraine facilite le développement d'un débat, d'un discours sur l'écologie? J'aimerais qu'il y ait un débat, mais en tout cas, je pense que vraiment chacune est amenée à revoir un peu, peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici le 10 avril, et notamment, tu sais, tu reçois les professions de foi, tu as le 9, on parle plus, chacun regarde un peu peut-être avec ses enfants, voilà, qu'est-ce qui se passe. Les personnes qui disaient qu'on serait mieux, que la France serait mieux sans l'Europe, je pense que là, ça réfléchit, quoi, ou que Poutine est un modèle. Les fans de Zemmour et de Le Pen ne changeront pas forcément d'avis pour ça. Mais celles et ceux qui s'interrogeaient, mais qui dit Poutine c'est un modèle, là en fait il est en train de faire un crime de guerre à Mariupol et ailleurs. Et donc ça peut vraiment remettre tout en perspective. Et notamment il y a 2 enjeux dans le siècle qui vient, c'est démocratie ou autoritarisme, ou dictature, et comment on répond aux enjeux du climat. Alors il y a une très bonne question, c'est est-ce que l'enjeu du prochain quinquennat c'est la démocratie? Et est-ce qu'il y a eu un déni de démocratie depuis 5 ans? Moi j'ai l'impression que oui, quand même, il y a un problème de démocratie. Peut-être pas un déni, mais un problème. Ah, on a un problème de démocratie. Quand on t'entend, on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire une campagne, on ne peut pas interpeller le président, on ne peut pas vraiment débattre des sujets, on ouvre les ponts au dernier moment. Ça raconte quand même l'interpellation du président, c'est tous les sortants ont fait pareil, non? Non, mais est-ce que tu as entendu une fois dans le quinquennat Emmanuel Macron, le président, interpellé par son opposition? Jamais. Il y en a une. Ah. Ouais. Le 19 janvier au Parlement européen. Mais il a fallu passer par le Parlement européen pour que Yannick Jadot ait 4 minutes pour dire votre bilan européen il n'est pas bon et voici mon projet pour l'Europe. Et c'était 4 minutes. C'est vrai. Mais en France, le président ne descend pas dans l'arène, quoi. Alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, le chancelier, le Premier ministre, il répond toutes les semaines, quoi. Là, il y a vraiment un truc de... Et même aux États-Unis, tu as des conférences de presse quotidiennes avec des vraies questions. Oui. Alors Trump, il était hyper violent, il se moquait d'eux, il les rudoyait si tu veux, mais il y avait des questions, quoi, et on entendait les questions. Et ça, cet exercice-là en France, il n'existe pas. C'est-à-dire que si le président ne veut pas répondre, il ne répond pas. Ça, c'est très perturbant. Ouais. Les étrangers ne comprennent pas du tout notre système. Et puis moi, je pense qu'on pourrait... je pense que les élections... je pense que les élections, ça sert vraiment à donner un cadre. Plus Europe. Ou moins d'Europe, plus de justice sociale où je m'en fous des pauvres, tu vois, droit des femmes où c'est pas mon sujet, grand cadre, démocratie représentative. Et ensuite, tu
Tu ajustes, tu prends la température, tu remets du participatif dans la démocratie. C'est un peu ça, vraiment, je pense, qui est la solution. Et en fait, toutes les initiatives de démocratie participative, il les a piétinées. La Convention citoyenne pour le climat, évidemment, elle fait des belles propositions, des personnes tirées au sort pour le climat, il l'a passé à broyeuse. Le grand débat après les Gilets jaunes, les doléances, elles servent à caler une commode, on ne sait pas où. Il y avait des systèmes où, quand il y a 100 000 signatures sur une pétition au Sénat ou à l'Assemblée, eh bien, l'institution doit s'en saisir. Donc, tu avais un sujet important, c'est la déconjugalisation des aides au handicap. Ce qui fait que c'est calculé sur le ménage, quoi, le couple, et du coup, les femmes sont dépendantes. Voilà. Donc, la proposition, c'est d'individualiser. Ça fait 100 000 signatures, tout le monde est pour, et Macron dit votez contre. Et donc, il n'y a pas eu de débat, en fait. Ils ont refait voter, quoi. Quand les députés votent pas bien, on les fait revoter. Ok. Mais du coup, parlons un peu de vos propositions. Parce que pour le coup, moi, j'ai rien contre le fait d'être dans la critique ou le bilan d'un sortant. Mais vous, dans le programme et dans vos propositions et la façon de gouverner, c'est quoi, tu disais, les grands enjeux, les grands jalons? C'est quoi le récit d'un gouvernement écolo? C'est ça que j'appelle la démocratie en continu, c'est-à-dire qu'on donne un grand cadre. On dit, voilà, nos représentants, vous êtes mandatés pour big picture, quoi, pour le grand schéma, la transition écologique. On considère que c'est le dérèglement climatique une menace terrible et que par ailleurs, elle frappe en premier lieu les plus vulnérables. Donc c'est un enjeu de justice sociale. Les quartiers populaires, c'est les plus pollués. La difficulté d'alimentation, c'est pour les plus pauvres. C'est obésité, c'est diabète. Vraiment, c'est intrinsèque, quoi. C'est lié, les inégalités climat et sociales. Et donc agir pour le climat, c'est en fait agir pour c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Vraiment, c'est le nouveau chemin du XXIe siècle. Donc voilà le grand cadre, ça c'est les élections. Et puis avec la proportionnelle, voilà, une 6e République qu'on porte depuis 30 ans maintenant, où c'est ça, on ne fait pas participer pour faire joli, on fait participer pour participer à la décision. Et nous, on est persuadés que ça fait de meilleures décisions. Mais si, très basiquement, j'imagine que si Macron n'a pas suivi les propositions de la Convention citoyenne, c'est parce qu'elle n'est pas forcément dans le sens de sa vision. De sa vision à lui. Ouais. Vous, demain, vous faites une Convention citoyenne et vous arrivez à votre tour avec des propositions qui ne vont pas dans le sens de votre vision. Vous les prenez quand même? Alors, en fait, la question qui était posée était importante. Comment on respecte les accords de Paris dans la justice sociale? C'est ça la question qui est posée. C'est le cahier des charges, oui. 150 personnes, pas écolo au départ. Il y avait certainement une petite fraction d'écolos, mais il y avait des extrêmes droites, des abstentionnistes, il y avait de tout, quoi. Et quand tu réfléchis sérieusement à la question comment faire les accords de Paris dans la justice sociale, tu produis, nous, ce qu'on appelle du bon sens écolo. Faciliter l'accès à la bio, pour tout le monde, que ça ne soit pas un luxe, soutenir le train plutôt que l'avion, bref, c'est le projet écolo, en fait. Donc moi, je ne suis pas inquiet que quand on fixe un cahier des charges, on arrive à des propositions de bon sens. Et quand bien même, tu vois, les écolos, je crois que c'est à Stuttgart, ça fait assez longtemps, il y avait un vrai débat pour ou contre ensevelir la gare. Voilà. Ça coûtait 2 milliards d'euros. Ensevelir une gare? Ensevelir, oui. Ils voulaient la rendre souterraine, je sais plus, c'était pour faire une opération commerciale au-dessus, ou je sais pas quoi. Je n'ai pas les éléments, mais ils ont vraiment fait gros débat à Stuttgart. Apparemment, c'était un enjeu de la municipale et autres. Et ils ont dit, en fait, on fait la convention citoyenne. Nous, on est plutôt, mettons qu'ils étaient pour ou contre. Et ce qui est sorti, c'était le contraire. Ils ont dit, OK, on en prend mandat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ajuster le mandat en fonction de budget participatif, de débats de société, de conventions citoyennes. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et si tu fais de la fausse consultation... Je te sers? Non, moi je... Non, la bière? Oui, j'essaierai la bière. Ouais. Enfin, j'essaierai. Tu rends fou les gens. Par exemple, si je peux développer là-dessus, c'est... vas-y. On a un retard phénoménal sur les champs d'éoliennes offshore. Ouais. Vraiment, je crois qu'il n'y en a qu'une qui est raccordée au réseau, alors que l'Écosse a développé une quasi-autonomie énergétique. Ils ne sont pas dépendants autant que nous, et encore moins que l'Allemagne. Un des acteurs principaux dans le sujet, c'est les pêcheurs. Voilà. Donc les pêcheurs, il y a eu une concertation pour où est-ce qu'on met le champ d'éoliennes. Et ils ont dit, mettez-les plutôt là que là, parce que nous, ça nous fait faire moins de détours, moins de carburant, et puis pour les zones de pêche, c'est bien. Ça ne changeait pas grand-chose en termes de rentabilité, de travaux, etc.
Et le préfet a dit, non, mais en fait, vous n'avez pas compris, c'était une fausse consultation. Et donc, il n'y a rien qui change. Tu vois, c'est vraiment quand on te demande de choisir plutôt la couleur quoi, du banc, mais pas l'aménagement général de la place. Et là, les pêcheurs, en fait, légitimement, ils sont en colère. Parce qu'ils ont joué, joué le jeu, quoi, ils ont étudié les trucs, ils se sont rendus compte qu'à tel endroit, ils faisaient des économies de carburant. Enfin, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, évidemment. Et l'État a fait tout droit. Et donc, en fait, c'est de la fausse consultation. Et sur les éoliennes, tu as une grande part de mauvaise foi. Les gens qui sont contre parce qu'ils trouvent que c'est moche, mais en fait, la pub, ils trouvent ça super. Et les centrales nucléaires, elles ne sont pas moches, par contre, tu vois, la mauvaise foi. Et tu as des gens de bonne foi qui voulaient participer à améliorer l'emplacement et qui se sont fait marcher dessus par le préfet. Donc ça rend fou. Moi, je suis convaincu que le fait de prendre du temps pour élaborer la décision publique, une fois que tu as posé le cahier des charges, ça fait de meilleures politiques publiques. Oui, d'accord. Alors, c'est un truc, hein, tu le sais, nous, c'est ce qu'on fait ici depuis des années. On est forcément convaincus par les bienfaits de la participation citoyenne. Je le disais un peu dans ce sens-là, bien sûr. Mais malheureusement, on constate quand même que, un peu à tous les niveaux où on joue, pas qu'au national, au local, régional, départemental, municipal, qu'on retrouve ce même problème un peu partout, en fait. C'est pas forcément le propre de Macron ou de En Marche. Malheureusement, beaucoup d'élus qui pratiquent la participation citoyenne ne prennent que très peu d'engagement. Comme on leur dit nous, enfin, l'engagement minimal, c'est au moins de prendre celui à la fin de la consultation, d'expliquer les arbitrages. Être capable de dire aux gens, voilà, j'ai mis ça sur la table, vous avez mis ça, on va ça, je vais prendre. On a beaucoup de mal à arriver à n'avoir que ça de la part des élus. Je ne te cache pas, je ne sais pas quelle est la pratique des nouveaux élus écolos qui ont été élus là, sur les dernières municipales, mais c'est une pratique qui est malheureusement encore aujourd'hui très répandue dans l'appropriation des démarches de participation. Bah, bien sûr. Là, il y a une question, qu'est-ce qui garantit que vous, demain, vous êtes élu, vous tiendrez vos promesses? Moi, je pense qu'il faut déjà être vigilant, évidemment. La garantie qu'on a, c'est que nous, on est croyants et pratiquants. C'est-à-dire que ce qu'on dit, ce qu'on propose, on le fait. Quand on dit qu'on est pour la démocratie et que chacun doit avoir prise sur le cours des choses, pour désigner notre candidat à la présidentielle, on fait une primaire. C'est pas anodin, parce que vous avez un tas de gens qui vont vous dire horizontalité, le peuple, machin, vous voyez de qui je parle, la 6ème République, machin, mais enfin, quand il s'agit de décider qui y va, il y a une seule personne et c'est lui. Et j'allais te le dire à justement. Poitiers, Léonore Mauconduit, qui est une ancienne scout, qui a la trentaine, même pas, enfin si, mais pas, au moment de se présenter, c'est vraiment, je vous invite à découvrir son profil, maire de Poitiers, une ville de plus de 100 000 habitants. Elle a été désignée à la faveur d'une élection sans candidat. Pour moi, c'est une vraie prouesse. C'est 5 heures de discussion sur un cadre un peu comme ça, retransmis en Facebook Live, avec une personne qui animait. Et à la fin, comment on choisit la personne qui doit nous représenter? Parce qu'ils avaient initié une démarche citoyenne et les Verts locaux, les écolos locaux nous ont dit laissez-nous tenter le truc. Ne nous dites pas, n'imposez pas au niveau régional ou national que ça doit forcément être machin ou machine. Donc, ok, écoutez, on vous fait confiance. Et donc, des débats, la palabre, quoi. Vraiment, tu vois, la longue discussion avec la démarche d'élection sans candidat, on dit qui peut nous représenter et en fait, on lève les objections. Oui. Voilà. Moi, je connais, mais tu peux peut-être la présenter parce que tu la connais mieux que moi. Enfin, je l'ai pas pratiqué beaucoup, mais effectivement, c'est le principe que dans un groupe, personne ne se désigne lui-même candidat, mais c'est le groupe lui-même qui va désigner la personne qui va être désignée pour représenter les autres. Et tu as le principe de non-objection qui fait que si personne n'est contre, l'élection est validée, alors que s'il y a des oppositions, ça peut ramener un tour d'élection. Mais la vraie innovation, c'est effectivement de ne pas désigner les candidats. Je ne te cache pas non plus, pour en avoir vu un certain nombre, que moi, je m'étais amusé à pronostiquer qu'il allait être élu avant que l'Assemblée ne vote, finalement. Où ça ? Dans des mouvements notamment associatifs, dans des principes de ce type-là, où ça n'empêche pas les individus de faire leur travail en préparation ou de faire savoir leur intérêt à être candidat. Donc il y a toujours des petits jeux qui jouent de cette façon-là, mais ça ouvre quand même davantage le jeu. Encore une fois, ce n'est pas exemple de biais, mais clairement, je trouve que c'est couillu de faire des trucs comme ça. Et donc Léonore Mauconduit, désignée sans être formellement candidate, parce que des gens ont dit ça serait bien que ce soit elle.
et 5 heures pour lever les objections, à la fin unanimité. Et puis c'est vrai que ça a donné une force. Ça a été aussi un peu similaire avec Jeanne Barzéguian à Strasbourg. Le collectif qui se constitue derrière, et tu n'as pas fait 60-40, tu n'as pas fait j'ai gagné, tu as perdu. Ouais. Donc tout le monde a un peu participé, se sent vraiment porté par l'initiative. Et ça file une patate pour la campagne et derrière pour gouverner qui est importante. Oui, et en même temps, j'allais dire, si on regarde encore une fois, pour ce que ça vaut sur les intentions de vote, les 3 qui sont en tête ne sortent justement pas de process de désignation que de primaire. Et de la même façon, en démocratie participative, nous ce qu'on a connu dans les territoires les plus vertueux, et eux-mêmes l'ont dit, n'ont pas gagné de prime à la participation citoyenne sur une possible réélection. Donc là, il y a quand même une espèce de forme de paradoxe. Mais finalement, ce n'est pas ceux qui sont les plus pratiquants qui en tirent le plus d'avantages. Mais tu peux pas le faire que par stratégie électorale. C'est les convictions, donc on le met en œuvre. Quand les écolos s'appliquaient le non-cumul des mandats, c'était pas pour en retirer un bénéfice politique. Parce qu'au contraire, c'était juste se mettre des bâtons dans les roues. Mais petit à petit, la société a évolué, a considéré que c'était la norme, et tant mieux. Pareil sur la parité ou sur la transparence des frais de mandat. Moi, je suis convaincu que par la pratique et l'exemplarité, sans dire que les écolos sont parfaits, hein, évidemment, loin de là, très loin de là, mais en portant comme ça des convictions et en les appliquant, on fait bouger aussi la société, sans même être au pouvoir. Une fois que tu es au pouvoir, en plus, là, tu peux vraiment faire les choses. Deux questions. Est-ce qu'il fallait aller chez TPMP? Parce que je crois que Jadot est allé, Yannick et Jadot est allé chez TPMP, sur TPMP, déjà. Nous, on a refusé. Vous avez refusé pour l'instant? On a refusé les débats avec Zemmour quand il n'était pas candidat. D'accord. Je trouvais que c'était. Et vous l'avez fait une fois qu'il a été. Et une fois qu'il est candidat, il faut débattre avec tout le monde. Ouais. Donc, oui, il y a eu un TPMP, je crois que c'était le Zemmour qui était invité et Jadot en contradicteur. C'est ça. Voilà. Il fallait y aller, non? Il fallait porter la contradiction, mais il ne fallait pas refuser ce débat-là. Ouais, en fait, c'est ça. Autant je pense qu'il fallait refuser de céder le champ de bataille à l'extrême droite quand il disait tout l'enjeu c'est l'immigration. Et moi j'étais fier quand Yannick dit non, l'immigration n'est pas un problème. Quand on dit il y a 4000, notamment des Kurdes qui sont battus pour nous face à Daesh, qui sont à l'est de la Pologne, en Biélorussie, instrumentalisés, et qu'on nous dit que ça va désorganiser l'ensemble du continent. Et je trouve que c'était vraiment très fort de pouvoir dire non, c'est pas un problème, c'est un sujet d'accueil, il faut s'organiser. Et on voit maintenant qu'avec l'Ukraine, tout le monde a basculé. En disant, oui, on peut accueillir les Ukrainiens. En fait, donc ça, c'était refuser à l'extrême droite, le champ de bataille. Et dire, le champ de bataille, le terrain, c'est le pouvoir d'achat, la justice sociale, la dignité, la démocratie, l'écologie. Après, quand les candidatures sont fixées par le Conseil, on joue selon les règles. Quel est le pourcentage que tu attends alors? Moi, je pense que c'est très ouvert. Je comprends évidemment que vous comprenez que je fais un plaidoyer pro domo, mais pour moi, ce n'est pas fini du tout. Ça n'a jamais été aussi ouvert en vrai. Et pourquoi l'écologie, ça provoque ces réactions-là? Tu vois, ça va être cher. Parce que dans les réactions qu'on voit, il y a grâce aux écolos, on va payer notre électricité 50% plus cher. Ouais, mais alors, on a l'impression que l'écologie, en France, c'est un produit de luxe. Ah non, mais c'est un truc punitif. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'écologie. Oui. C'est-à-dire que si je peux répondre à Guy Coffil, c'est le nucléaire qui nous met dans l'impasse là. Si on paye l'électricité plus cher aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas développé les éoliennes et le photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, c'est clair. La régie qui se Il y a eu 30 ans que ça se... Il y a des stop and go, on a cassé la filière, etc. Sur les éoliennes offshore, on n'en a qu'une raccordée au réseau alors qu'on a la plus belle façade maritime d'Europe de l'Ouest. Enfin, c'est continental, c'est incroyable. Et là, on nous présente le nucléaire comme écolo, quoi. C'est au début du quinquennat, on nous a dit par écologie, on va arrêter le nucléaire. Et en fin de quinquennat, on nous dit finalement, le nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus écolo, donc on continue. Ah, mais moi, j'y peux rien si Macron il dit tout et son contraire. Non, mais comment les gens peuvent s'y retrouver, quoi? Alors, moi-même, je suis perdu, j'avoue. Hein. Et je le redis parce que le nucléaire aujourd'hui, post-Fukushima, aux normes de sécurité, est 2 fois plus cher que l'éolien offshore. Donc, foncez dans le nucléaire et oui, vous aurez une énergie extrêmement chère et qu'on ne peut pas se payer. C'est ça la réalité. Où est-ce qu'il y a une source pour s'informer sur la question de l'énergie, simple d'accès et fiable? l'ADEME. L'ADEME? Ouais, l'ADEME c'est bien. RTE aussi a fait des... Ouais. Il y a le CEREMA aussi, l'agence
qui aide l'État à anticiper le changement climatique. Parce que franchement, Mégawatt, c'est intéressant. t'entends tout et n'importe quoi en fait. En tout cas, sur les prix de l'énergie, c'est factuel. L'éolien et le photovoltaïque plongent. Ouais. Enfin, tu as ressens que c'est de moins en moins cher. Et le nucléaire ne fait que croître. Quand ça marche. Parce Alors que- l'éolien, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il est victime d'une vendetta de je ne sais pas qui, mais en tout cas, les campagnes de dénigrement sur Ah bah oui, l'éolien bien me sûr. fait penser à une époque aux campagnes qu'il y avait sur le lait, tu vois. Enfin, Ouais, c'est je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, on m'a ancré dans la tête que l'éolien, c'est merdique. Bah Que ouais. ça ne produit pas. Et d'ailleurs, j'en ai plein autour. Moi, j'habite en Bourgogne. J'en ai plein autour de chez moi partout. Et avec mes gamines, on se fait toujours la réflexion, mais elles ne tournent jamais. Mais c'est pas vrai, elle tourne. Bah, je t'assure que. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Voilà. Et pourtant, elles tournent. Alors peut-être que en fait, globalement, sur une journée, Il y a elles des- tournent, j'en sais là, il y a rien. un Mais... signe d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers en France qui mettent des panneaux photovoltaïques sur leur toit pour pouvoir juste payer moins cher leur électricité. Donc finalement, chacun se prend en main pour produire sa propre électricité. Quelque Et part puis, pour que ça puis revienne c'est moins vraiment cher. l'énergie qui permet les gains de recherche et développement, de productivité les plus importants dans l'avenir. C'est-à-dire que le PR, là, le nucléaire, on est en bout de course, alors qu'on ne sait même pas vraiment le faire fonctionner. Hein. Celui de Flamanville coûte maintenant 20 milliards pour une seule unité. Sur le photovoltaïque et l'éolien, tu as des trucs géniaux qui sont en recherche et développement. Tu as le photovoltaïque, tu as besoin du silicium, qui est extrait au Xinjiang à base de travaux forcés des Ouïghours. Donc c'est vraiment une catastrophe. J'ai appris qu'il y en avait encore en France, mais qu'on est en train de les faire fermer. En Savoie, à Ferropem. Ah oui, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Effectivement, J'ai découvert monsieur est ça. bien informé. On y était avec Yannick Jadot en octobre. Ils veulent fermer une des dernières usines de Qui, silicium. C'est qui il Le propriétaire, Ok. Ferroglobe, Ok. le propriétaire de Ferropem, une usine de Savoie où il y a 327 familles. L'usine est rentable Ouais. et le propriétaire veut la délocaliser justement au Xinjiang. Mais c'est une mine. Ouais. On ne délocalise pas une mine. Non, ils arrêtent l'exploitation et la transformation et ils se concentrent sur. Non, mais ils laissent tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est rentable et ils abandonnent tout et ils vont maintenant travailler au Xinjiang. Ah, on pourrait peut-être nationaliser des fois des trucs rentables alors non? C'était la proposition de Yannick Ouais. Jadot. Nationalisation temporaire et soutien, parce que en plus, au-delà des 327 familles, c'est vraiment tout le territoire qui est impacté. Quoi. Ah ouais. Et puis, en fait, du coup, tu importes du silicium dans des conditions extrait dans des conditions désastreuses et autres. Mais par ailleurs, tu as de la recherche et développement sur comment s'en passer, comment éviter les métaux rares et autres. Et là, il y a des trucs merveilleux. Quoi. C'est une Polonaise qui a le brevet sur des panneaux photovoltaïques quasiment à base d'imprimantes jet d'encre. C'est Tesla qui travaille sur des briques Oui. qui récupèrent une partie, alors moins, mais un petit rendement d'énergie. Tu as une société espagnole, une grosse partie du truc des éoliennes, c'est mettre beaucoup de béton pour éviter que ça bouge. Et eux, ils sont partis du principe inverse. Tu plantes un mât dans le sol et tu récupères l'énergie de l'oscillation. Ah, pas mal. Donc C'est tu n'as pas de du bambou, rotor, tu n'as pas de pale, etc. Enfin, c'est encore des prototypes. Mais pourquoi la France n'est pas là-dedans? Là, c'est vraiment l'avenir. Est-ce que ces prototypes, enfin ces énergies alternatives, parce que tu vois la réaction là, est-ce que c'est les écolos, pas les écolos, limite on s'en fout, mais est-ce qu'aujourd'hui on est en situation où on achète de l'électricité à l'Allemagne ou à des pays européens On nous a vendu le nucléaire comme un outil d'indépendance énergétique, comme un outil d'une énergie pas chère, comme une énergie sûre. En fait, c'est pas sûr. Voilà. Il n'y a aucune centrale qui est aujourd'hui dimensionnée pour répondre à un attentat terroriste. Voilà. Je pense qu'on a tous un peu tremblé quand on a su que Tchernobyl, ou la première centrale d'Europe ukrainienne, était dans les combats. Voilà, je pense que ça fait un peu réfléchir. Non pas qu'évidemment la situation soit comparable, enfin ça fait réfléchir à se dire, tiens, si c'est une éolienne qui tombe ou si c'est une centrale qui s'arrête, c'est pas le même risque. Voilà, on peut juste dire ça. C'est plus cher, clairement. Maintenant, le PR à 20 milliards, voilà, on ne peut pas financer le mur d'investissement d'EDF. 20 milliards pour le PR. 25 pour les deux qu'on est en train de construire à Hinkley Point en Angleterre, avec un tarif garanti qui est exorbitant. Il compte dans les grandes masses 50 pour les 6 qui ont été annoncés par Emmanuel Macron, sans aucun débat, mais enfin bon, peu importe. Voilà. On engage le pays pour 70 ans ou un siècle, mais c'est pas grave, à 2 mois du mandat. Il faut compter un bon 100 milliards pour le grand carénage. Il y a plus d'une cinquantaine de réacteurs, 1,5 milliard, 2 milliards
pour les passer et les prolonger aux normes post-Fukushima. Ils appellent ça grand carénage, enfin, c'est un grand plan d'investissement. Tu dois compter le centre d'enfouissement des déchets à Bure, qui est vraiment un cadeau empoisonné qu'on lègue aux générations futures. C'est des déchets qui ont une durée de vie de plus de 10 000 ans. Oui. Le temps qui nous sépare de l'invention de l'écriture, c'est 5 000. Voilà. Donc dans quelle langue tu mets attention de ne pas rentrer dans danger? Ça, c'est vertigineux, quoi. Oui. Bon, ça, c'est 50 milliards. On est sur un 230-250 milliards avant travaux. Et pendant ce temps-là, tu n'as même pas fait d'éoliennes, tu vois. Et tu n'as même pas fait la rénovation thermique, c'est-à-dire éviter que les gens soient pris à la gorge par les dépenses sur le gaz, sur le fioul ou sur le chauffage électrique. Et ça, c'est pas avant 20 ans. Tu fais une nouvelle centrale, elle arrive dans 20 ans. En fait, ça marche pas, quoi. Et tu n'as aucune indépendance énergétique puisque l'uranium, il vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan ou ailleurs. Oui, parce que ça, on n'en a pas chez nous. Mais, enfin, je vais poser la question un peu cash, mais qu'est-ce qui cloche, en fait, dans la dynamique écolo? Parce que globalement, enfin, on est tous informés. Là encore, je lisais les articles qu'on a tous vus là, ces derniers jours sur plus 40 degrés au pôle, là, en ce moment. Au-dessus des normales saisonnières. Voilà. On prend cher sans arrêt la pluie, la sécheresse, le machin, le truc. Tu viens nous dire que globalement, se passer du nucléaire, le nucléaire serait plus cher qu'une autre alternative. Pourquoi ça ne prend pas plus en fait dans la société? C'est cette prise de conscience. Alors tu vas me dire dans le Look Up, mais c'est ça en fait. C'est juste qu'on est tous cons et qu'on regarde le cataclysme arriver là. Bah oui, c'est ça en fait. On a un conservatisme. On a baigné dans l'histoire que c'est la croissance qui apporte la solution et que la croissance infinie dans un monde fini est possible. C'est pas vrai, mais voilà, c'est comme ça. Et changer de modèle est compliqué à appréhender. Et donc on a besoin des preuves que les mairies écolos, ça fonctionne, pour que les gens puissent se dire, bah, tiens, finalement, ça pourrait fonctionner au niveau international, au niveau national. Mais sinon, oui. Tu étais déjà au stade d'après. Non, je disais parce qu'on compte beaucoup, nous, sur la coalition allemande où il y a des Grünen, les Verts oui, allemands. en effet. On est aussi au pouvoir en Finlande, au Luxembourg, en Belgique, en coalition à chaque fois. C'est ça que tu dises on. Parce que vous voyez comme vraiment une famille. C'est des frères. C'est des frères. Tu vois, au moment de la guerre en Ukraine, l'invasion, je crois que c'est le soir ou le lendemain, on a fait une réunion de tous les chefs de partis écolos pour aligner la position et dire nous voulons des sanctions, on veut sortir les banques de SWIFT, oui ou non sur le soutien à la résistance ukrainienne. Tu vois, c'était incroyable. C'est pareil, Philippe, toi, dans les autres partis? Ou... Je ne demande pas Julien parce qu'il va me dire que c'est chez les écolos uniquement, mais à ta connaissance, ça fonctionne comme ça aussi Il y a l'extrême droite qui fonctionne comme ça. Ouais. Pour les mêmes raisons, c'est que c'est les croyances globalisées. Donc la croyance écolo, c'est une croyance globalisée, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, tu peux plus ou moins avoir un plot de connaissances communes. Extraordinairement, l'extrême droite, c'est pareil. C'est-à-dire que Zemmour, il y a des gens qui sont alt-right, ce qu'on appelle l'alt-right. Je pense que sur le chat, ils savent ce que c'est, mais en gros, c'est les nouvelles mouvances d'extrême droite qui s'incarnent dans les réseaux avec leurs propres rites, leurs propres mèmes, etc. Et qui se traduisent en France par les zemmouristes, par tous les partisans de Marion Maréchal, par les gens comme Papacito sur YouTube, qui vont faire des vidéos très, très bande de potes. Mais c'est des codes de la nouvelle extrême droite américaine qui ont été importés en France. Et ces militants-là, quand tu dînes avec eux, tu déjeunes avec eux, tu te rends compte au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de discussion que leurs références, elles sont dois passer des soirées sympas, anglo-saxonnes. Moi, je m'intéresse à tout le monde, je discute avec tout le monde, parce que ça m'intéresse de comprendre comment les gens réfléchissent, et je ne les juge pas, j'essaie de comprendre. Et ils sont des références qui sont anglo-saxonnes, alors que quand tu discutes avec des vieux militants nationalistes, jamais le mec va te citer Taureau, va te dire... il parle de Pétain ou te dire que Trump, c'est génial. Alors que les nouveaux militants disent, ah ouais, le vrai modèle, c'est Donald Trump. C'est certainement pas Jean-Marie Le Pen. C'est Zemmour, parce qu'ils sont fans en ce moment de Zemmour, de moins en moins, mais encore un peu. Mais par contre, c'est surtout Trump. Donc ça, c'est étonnant. Mais ouais, tu as des internationales qui se créent. C'est logique que l'écologie, ce soit pas français, quoi. Enfin, ce soit complètement international. Je suis d'accord, mais sur l'idée, effectivement, que... Toi, Julien, il a dit... Ils sont plus intelligents que les autres. Non, mais parce que tu vois... C'est sorti vraiment de façon spontanée. Maintenant, au niveau européen, c'est on, de toute façon. Oui, c'est on. Toi, Robert Habeck, ministre de l'économie, il n'est pas juste ministre de l'économie, il est ministre du climat et de l'économie. Donc c'est merveilleux, c'est vraiment le lien économie, climat, emploi. Comment
la Ils transition ont écolo, triangulé, crée de l'emploi et améliore l'économie. Enfin, Ouais, Ceci dit, Hulot, il était le numéro 2 du gouvernement au début, si tu te souviens, avant qu'il parte en claquant la oui, porte. oui, oui, oui. Oui. Oui, mais il n'est pas membre de mon parti, moi. Donc, Robert Non, mais Abeille, ils je avaient suis fait- plus proche de Robert Abeille que de Nicolas Ils Hulot. avaient fait un Pour le effort coup, d'affichage au début du quinquennat quand même en disant qu'il était ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, etc. Ah ouais, mais je crois que tu as résumé le. T'as mis un mot important, c'est affichage. Affichage. En fait, il n'y avait pas de réalité de Ben pouvoir non, il derrière. n'avait rien, il avait rien. Ouais, il n'avait pas de moyens, c'est ça. Et ça, clairement, si tu as juste n'importe qui, ça c'est important, hein, Et n'importe c'est qui. pas ça qui a un peu tué les ministères écolos, c'est qu'on a fait de l'affichage et on n'a pas donné de moyens derrière vraiment. On n'a pas. Oui, mais en fait, si tu es ministre écolo, et même tu es Chuck Norris, tu vois, mais en face, tu as l'Élysée, Bercy, On n'a pas eu Matignon. encore Chuck Norris. Bah, non, mais tu vois, On tu est peux mettre n'importe qui, Kung Fu Panda, machin, ce que tu veux. Si tu es en face à l'Élysée, Bercy et Matignon, des gens qui te disent j'en veux pas, bah, tu peux rien faire, rien du tout. Ouais. Donc il faut vraiment un gouvernement écolo, comme il faut une mairie écolo. Un adjoint dans une mairie pas écolo, il se bat, quoi. Il essaye d'obtenir des petites avancées sur la qualité de l'air, sur les cantines bio, sur tout ce que tu veux. Mais il faut le global, c'est sûr. Alors là, on est en train de voir si on peut s'installer dans l'espace. Oui, il faut mieux marrer dans le chat. Mais mais c'est j'adore. pas- J'adore le. C'est pas que le chat, parce que Elon Musk, il dit carrément, c'est vrai, maintenant il faut chercher une autre planète. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de se résigner au fait que là, Ouais. globalement, c'est foutu et on va en chercher une autre, ce qui est quand même. Là où dans les manifs, tu voyais le fameux panneau Il y a pas de- No Planet B. Notre planète B, oui. Ouais. Et, Et en là, fait- et là, tu vois encore Il y en a, mais Mais théoriquement, il y en a. Ouais, Mais mais- ils ont raison. Mais là, le truc- en trouver une, c'est une Mais chose, on n'en a y pas aller. trouvé, c'est ça. Non, mais après, il faut y aller. Et, Faut y aller. et pas tout le monde. Et puis, Parce qu'en oui, fait, oui, ce qui est oui. fascinant, c'est que Oui. et qui dans va tous y les aller, films de science-fiction, et ça pour le coup, les trucs post-apocalyptiques, Il y en a plein. je pense qu'ils ont fait Ah, vraiment plein de bouger films. la conscience. Enfin, moi, Ouais. tous les trucs post-apocalyptiques, même les plus nanars, je trouve ça vraiment passionnant. C'est à chaque fois des planètes désertes ou fini ton post-accidents verre, ou- nucléaires et autres, et comment ça fonctionne, machin. T'as plus d'eau? Vas-y, tu peux. Allez. Mais c'est systématiquement les plus riches qui s'en sortent. Là, quand tu as Exactement. une petite station en orbite qui peut respirer. Et non, mais même dans 2012, c'est les plus riches qui finissent par embarquer sur des bateaux qui sont des arches Ouais. de Noé pour être sauvés du naufrage général. Et alors, ce qui est frappant, c'est Il que faut non qu'ils seulement payent un c'est pour les milliard plus par riches, personne. voilà, mais ce faisant, C'est complètement con. quand ils font leur, Ceci dit, au passage, payer 1 milliard d'euros, enfin, à un moment où il n'y a plus personne, l'argent a plus court, c'est complètement con. Mais, Bah, il faut financer la construction des Ouais. navettes. C'est comme ça qu'ils moralisent le truc. C'est-à-dire que- ouais. mais par ailleurs, ce faisant, ils crament autant que des dizaines de milliers de personnes. C'est-à-dire qu'ils crament autant de CO2 que des personnes C'est dans ça. toute leur vie, en fait. Mmh. Donc, on est vraiment sur l'idée, c'est vraiment les plus riches qui contribuent le plus au dérèglement climatique. Et c'est les plus pauvres qui sont les plus impactés par le dérèglement climatique. Ouais, c'est comme la Covid. C'est pareil. C'est une syndémie. Hmm. Tu connais ce... Non, c'est quoi? Au lieu de dire une pandémie, tu dis une syndémie, parce que ça veut dire que ça touche pas tout le monde de la même manière. Syndémie? Ça Ouais. s'écrit comment? C'est SYN. Et ça C'est vient comme syndrome. renforcer des pathologies. Par exemple, les plus pauvres, ils ont plus souvent du diabète que les plus riches, ou Syndémie. obésité. D'accord. Et c'est des comorbidités, c'est une maladie politique, quoi. Ouais. Oui, elle va, c'est une maladie elle va politique. taper plus fort les seniors isolés, etc. Et pourquoi Ouais, l'opposition n'a pas été plus forte là-dessus, tu crois? Enfin, vous l'avez dit, mais au PS, on n'a pas eu. Je ne veux pas t'inciter à taper sur tes petits camarades, mais je veux dire, pourquoi on n'a pas vu Mélenchon partir en guerre contre la syndémie? Pourquoi Pendant 4 ans, on a fait comme si Macron nous disait la vérité tombée du ciel. C'est normal que lui, après, il se prenne un peu au sérieux. Mais nous, on a essayé d'alerter sur le fait que c'était vraiment la pandémie, ou la syndémie, c'est vraiment un crash test, quoi. Tu disais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le dérèglement climatique? Parce qu'il n'arrive pas de manière aussi abrupte que Oui. La comète. que la comète, Oui. que la pandémie ou que la guerre en Ukraine. Et en fait, à chaque fois, la pandémie, c'est le rapport au vivant. Mhm. C'est les élevages intensifs qui nourrissent les zoonoses, c'est la prédation à l'égard des habitats protégés, etc. C'est le défaut de justice sociale, c'est la fragilité des services publics, enfin bref, rapport. Et l'Ukraine, c'est ça aussi, c'est la prédation, un État prédateur des ressources, c'est la dépendance aux énergies fossiles de l'Europe qui fait qu'on a tardé à dire merde à Poutine, qu'on ne dit pas merde
au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, que notre diplomatie est complètement vassalisée parce qu'on doit leur vendre les rafales et leur acheter du pétrole. Oui, ça c'est un peu le jeu de la barbichette en fait, sur absolument tout, où tout le monde dépend de tout le monde dans une économie globalisée. Je crois on a tous le moyen de couper le robinet de quelque chose à quelqu'un d'autre, non? Eh ben moi je pense que justement, on doit, Toi, si on est... tu coupes le robinet pétrole et gaz russe? Si on est honnête et sérieux avec ce qu'on appelle l'universalisme de nos valeurs et autres, ben on arrête de traiter avec l'Arabie Saoudite alors qu'ils maltraitent les femmes, qu'ils assassinent les homosexuels et qu'il n'y a pas de liberté. Moi, quand on me dit Cocorico, on a vendu des armes à un dictateur qui ne va pas tarder à les retourner contre sa propre population ou agresser le voisin, en fait, je ne me réjouis pas. Je suis d'accord. Et par ailleurs, ce n'est pas notre intérêt stratégique. C'est-à-dire que quand on vend des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite, que c'est une poudrière, ça ne peut pas bien se passer. Alors, pendant les années 80, on était très content de vendre et à l'Iran et à l'Irak. Je ne suis pas sûr que c'était très judicieux en fait. Mais tu sais, tu connais aussi cette phrase, opposer la fin du monde à la fin du mois. Sur ces industries-là qui, globalement, ok, on le sait très bien, de toute façon vendre des armes, on sait toujours comment ça finit. Encore une fois, toi, tu es pour... on arrête ces industries-là, où on arrête de vendre à des pays qu'on considère... Comment ça marche? On construit une défense européenne. Okay. Tu réorientes ton industrie de l'armement pour avoir une vraie industrie européenne. Aujourd'hui, quand on veut évacuer Kaboul, c'est le 15 août l'année dernière, on est entièrement dépendant de la logistique américaine, de leurs forces armées qui sécurisent l'aéroport, des bases américaines, je crois que c'était aux Émirats Arabes Unis, et des opérations de ravitaillement en vol. Donc en fait, il n'y a pas d'autonomie. Dire qu'on sort de l'OTAN, sans rien construire, c'est complètement idiot. Oui, c'est clair. Donc l'enjeu, c'est construction d'une défense européenne. Et là, tu peux avoir un échange intéressant entre tes différentes entreprises et équipements, anglais, italiens, allemands et autres. Ça se construit, tu vois. Ouais, mais là aussi... Et souvent, on nous dit c'est pour protéger les salariés. Les deux guerres mondiales... C'est jamais pour protéger les salariés. Hein. Les deux pires qu'on a connues, les deux guerres mondiales, c'est en Europe, entre pays européens. Donc, part du principe que faire une défense européenne entre nous, armer tout le monde... c'est les conditions de la paix, justement. C'est organiser le plus de liens possible. La communauté européenne du charbon et de l'acier, 1950. C'est-à-dire que 5 ans après la pire boucherie, avant même le traité de Rome de 1957, tu as les 6 pays belligérants, donc le Benelux, France, Allemagne, Italie, qui disent « Ok, pour ne pas être dépendant du plan Marshall et des États-Unis, on doit mettre en commun nos capacités premières, c'est-à-dire charbon et acier pour la reconstruction. » Et c'est ça qui construit la paix. C'est ça qui construit la paix. Et donc, le charbon et l'acier, ça fait un peu mal pour un écolo de dire que... Ben oui, non. Appliqué aux années 2022, c'est les énergies renouvelables et la rénovation thermique. Il y a des milliards d'euros qu'on ne sait pas quoi faire de la Banque Centrale Européenne ou des plans, des taux d'intérêt très, très faibles, voire négatifs. Investissons-les dans l'économie réelle, la rénovation thermique, le développement des énergies renouvelables, les infrastructures, le transport collectif et autres. C'est ça les grands travaux de Roosevelt des années 30 appliqués à 2022. Il y a une question sur est-ce que les agriculteurs et l'écologie, c'est compatible? Il dit chez nous, agriculteurs, il y a une maladie qui est l'écolopathie. Mais ça peut sembler surprenant, mais en fait, on est les meilleurs alliés des agriculteurs. C'est-à-dire que depuis, on a fait vachement productiviste parce qu'il fallait l'autonomie alimentaire. Donc ça, c'est la France et la politique agricole commune. Et désormais, on a laissé les agriculteurs aux mains des banques et des grandes centrales d'achat. Ça conduit à des revenus minables. Vraiment, c'est honteux. Enfin, quand on parle de valeur travail et qu'on regarde ce que font les agriculteurs et comment ils sont payés, on devrait déprimer. Et par ailleurs, il y a des suicides, plusieurs par semaine. Donc moi, je ne vois pas en quoi le modèle aujourd'hui, il est tenable. Et je ne parle même pas de l'impact sur le climat, sur la biodiversité et la question des pesticides. Mais par contre, quand tu mets un maire écolo aux manettes, rien que les cantines bio, c'est la garantie d'un débouché pérenne pour l'agriculteur. Du coup, c'est une meilleure rémunération. Il peut se désendetter parce que tu as moins besoin de prêts et d'un emprunt auprès des banques. Et tout ça, c'est bon pour le climat, alimentation de qualité. Voilà, donc nous, on est pour clairement, véritablement soutenir les agriculteurs, y compris ce que propose Yannick, qui est assez cash, reprendre leurs dettes. Voilà. On les a contraints à s'endetter. Ceux qui font la transition. Annuler la dette, ouais. Pour ceux qui font la transition. Oui, et puis aussi et puis accompagner tous les autres, quoi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les a plongés dans un système, ils ont la tête sous l'eau, et des fois, tu leur remets un peu la tête sous l'eau en leur disant, en fait, la dette ou quoi. Et ceux qui font la transition, tu avais deux types d'aides pour la transition à la bio. Justement, l'aide à la transition et l'aide au maintien. Et ils ont supprimé l'aide au maintien. Et si le bio ou la bio aujourd'hui est plus chère, c'est qu'en fait, elle est moins subventionnée que l'agriculture chimique. Donc nous, on veut tout simplement remettre dans l'ordre, aider véritablement les agriculteurs, revenus décents, et que chacune puisse avoir accès à la bio, notamment avec ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire. 150 € par mois pour un ménage, pour se procurer de la nourriture de qualité auprès des producteurs locaux. Pour tout le monde? Aider les agriculteurs en annulant leurs dettes, ça c'est une très très bonne idée. Puis en plus, on a dépensé nettement plus en faisant les PGE, en faisant des aides au chômage partiel Tu m'étonnes. pendant la crise. Donc on pourrait aider les agriculteurs, il y a une vraie urgence en plus. Ça c'est une bonne mesure. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression que les écolos... Le problème que vous avez, c'est un problème d'image aussi. C'est qu'on a l'impression que vous êtes, on disait, un produit de luxe, vous êtes punitif, vous êtes anti-agriculture, vous êtes... Non, c'est tout le contraire. Ouais. Tout le contraire. Mais par contre, on est volontiers caricaturé, ça c'est sûr. Ça, vous êtes un peu, vous êtes des mêmes vivants. Même le président parlait de Amish. Ouais. Tu vois, ça, vous êtes des Amish, vous aimez pas les sapins de Noël aussi, c'est ça? Ouais. Ouais. Il vaut mieux en rire. Ouais. Mais n'empêche que ceux qui ont bien planté le modèle, c'est ceux qui nous ont précédés, quoi. Parce que sur l'environnement, ils regardent ailleurs, c'est Don't Look Up, C'est ça. parfaitement irresponsable. Sur la sécurité, le bilan n'est pas glorieux. Hein. Quand la droite elle arrive et qu'elle supprime des policiers, c'est pas très malin. Aucune considération pour les féminicides de la part de tous les gouvernements qui sont succédés, ni même pour les violences à l'égard des enfants, l'inceste, tabou dans cette société, alors qu'il y a un Français sur 10 qui dit en avoir été victime. En fait, à quel moment on se dit que c'est une priorité? Sur l'économie, sur la dette, la droite donne des leçons, mais en fait, elle gère très mal ces villes. Ouais. Très mal, c'est les villes les plus endettées, des fois même avec de la corruption, comme Balkany. Enfin, voilà, ceux qui ont planté, vraiment, essayons autre chose, l'écologie. Un commentaire, je sais pas ce que... Alors, on fait pas de fact-checking en direct, mais... non, c'est Maxime 36, c'est la même conversation sur l'agriculture. Il dit on a trop poussé le bio, aujourd'hui on est en surproduction et la demande de bio diminue. Alors, je pense pas qu'elle diminue, Non. elle se diversifie. Non, il y a une demande de partout de la bio. Et justement, l'enjeu, c'est de la rendre accessible et qu'aujourd'hui, faute de soutien au maintien notamment ou à la transition, elle est réservée aux plus riches, on va le dire comme ça. C'est aussi parce que, en fait, tu as des distributeurs qui se lancent là-dedans et qui tapent une marge plus importante. Ça, pour le coup, c'est UFC Que Choisir qui l'a constaté. Sur un même haricot, quand il est bio, la marge est plus élevée. Donc ça vient en plus renforcer le prix. Voilà. Parce que le distributeur anticipe que ça va être acheté par des gens plus riches. Exactement. Et donc il met plus cher. Voilà. Que globalement, donc, les gens sont probablement prêts à payer effectivement plus cher pour manger bio. Oui, mais pour le coup, cet argent, il devrait revenir à l'agriculteur. Ah bah non, mais... Ou être moins cher, mais en tout cas, pas être pris par l'intermédiaire. Oui. Et ça, c'est pas encadré. Mais non, il y a une capacité il y a une attente de bio phénoménale, quoi. Tu as un point de vue là-dessus, le bio Carrefour, je vous le laisse. Qui laisse sous-entendre finalement qu'il y a Il y a du bon bon et bio mauvais et du chasseur, mauvais. on en parlera. Tiens, Geekophile, pardon, mais vous avez l'air parfaitement partial, c'est votre droit, mais depuis tout à l'heure, vous êtes en mode troll sur le nucléaire, sur l'Union européenne. Je crois que je me trompe sur pas, le mais bio. Geekophile, il voulait qu'on invite Asselineau. Et je crois que Ouais, voilà. Pas forcément. Moi, je n'ai pas goûté le bio Carrefour. Non, mais est-ce que tu as des infos, il y a des bio moins bons que d'autres ou Non, il faut des contrôles. Moi, il y a un vrai cahier des charges. Oui, quand c'est bio, c'est bio. Oui, il y a un cahier des charges, bien sûr. Après, non, la seule différence qu'il y a, et ça c'est vrai que c'est problématique, c'est que tu peux avoir du bio qui est importé de très loin. Et ça, c'est pas. Il faut du bio le plus local possible. Oui, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes pour le tout électrique? Est-ce que tu es pour le tout électrique en voiture? Il y a un piège, je pense. Ouais, non, en fait. Parce que si tu dis tout électrique, on va dire nucléaire, du coup. Ouais, nous, l'idée, c'est que, en fait, c'est un peu le même truc avec l'hydrogène. En fait, il y a des personnes qui se disent « Ah, l'électrique, tout électrique, c'est super » ou « L'hydrogène, c'est super » pour ne surtout rien changer. Et en fait, ça ne marchera pas. Si tu passes toutes les voitures en électrique, de toute manière, ta planète, elle ne tient pas. Et tu as des embouteillages, et tu as des trajets toujours plus loin, etc. Donc, l'enjeu, c'est être moins dépendant de la voiture, qu'elle soit électrique ou non. Je m'explique. C'est-à-dire que là, tu as des infirmières, des enseignants, des artisans qui sont pris à la gorge par la flambée du carburant. Tu as
des artisans qui sont piégés avec leur bagnole diesel. On leur a dit qu'il faut faire diesel, c'est moins cher à la pompe, artificiellement, subventionné par nos impôts. Hein. Mais comme on leur dit que c'est polluant et qu'en fait ça augmente, à la revente ça vaut plus rien. À l'Argus, le truc s'est effondré. Donc les mecs sont doublement piégés. Mais ils sont dépendants de leur voiture. Et tu as plein de gens qui sont dépendants de leur voiture parce qu'on a fait des centres commerciaux, on a tué les centres-villes et on a fait les métropolisations, toute la crise des Gilets jaunes. Métropolisation, où tu as un trajet toujours plus long pour te rendre à ton boulot. Et donc l'enjeu, c'est plutôt pouvoir se passer de ces déplacements contraints. Encore une fois, moi, faut faire de mon cas une généralité, mais j'habite à la campagne. L'école de mes filles, elle est à 10 bornes du village. Il n'y a pas de bus. Hein. Non, mais bien sûr. Et s'il y a des bus, ça c'est énorme. Ça. Il y a un bus, mais qui va à l'école, mais pas celle qui est celle de mes filles. Bah voilà. Donc, mais elle est à 600 mètres plus loin. Ouais. Et ils ne peuvent pas leur fucking bus leur faire mais parce que c'est pas fait pour. Non, mais ça, c'est la faute, là, pour le coup, complètement la faute du politique. Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à s'organiser parce qu'ils sont sur la bagnole. Pour faire... Non, mais je si, pense pas que c'est pour la bagnole. Je pense que c'est des trucs de chapelle. Peut-être C'est des trucs de chapelle. On s'est concentré sur le TGV à Bâle, avec des tarifs toujours plus chers. Et des fois, pour gagner 10 minutes, en fait, il fallait investir un max. Et du coup, c'était un choix politique de la puissance publique, du SNCF, de délaisser les petites lignes. Et du coup, entre Rouen et Caen, tu as beaucoup moins de trains, par exemple. Et puis entre Paris et Rouen, il est saturé, machin, etc. Et je ne parle pas des autres lignes, Clermont-Ferrand, etc. Ça a été un choix de dire on fait la métropolisation et on relie. Et le plus important, c'est comment on va à Paris très vite. Bah non, le plus important, c'est comment tu vas à l'école, dans les transports du quotidien. Là, le RERB, c'est une tannée. Ils veulent faire le Charles de Gaulle Express. RERB, pardon, c'est en Ile-de-France. Ils veulent faire un Charles de Gaulle Express, une liaison hyper rapide pour les riches, à 24 € le billet, entre l'aéroport de Roissy et la gare de l'Est. C'est pas les transports du quotidien. Non. Mais par contre, tous ceux qui sont entre les deux, par contre, c'est le RERB, Omnibus, qui est en arrêt et qui souffre des travaux du Charles de Gaulle Express. Tu vois, c'est vraiment un non-sens. On a choisi les grands machins, la métropolisation, plutôt que l'utile aux gens du... Revenons-en à mon bus à moi. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il dépend d'un syndicat de transport qui est dans une autre c'est le agglomération. conseil départemental. Mais c'est ça le délire. Dans un autre département. C'est ça. Et entre la communauté, la municipalité, l'agglo, le machin, le truc, s'il y a 600 mètres à faire. Mais il faut que tu crées l'association de 600 mètres et que tu partes en gare pour... Non mais... C'est dire ça. Est-ce qu'on devrait avoir besoin de faire ça en vrai? Non, mais ça s'appelle... tu vois, c'est comme les... J'étais où? C'était à Niort. À Niort, ils ont fait des lignes de bus en zigzag. Donc personne ne les prenait. Parce que le truc, il arrivait trop loin. Et au lieu d'aller tout droit, évidemment, les gens ils viennent un peu en dehors de la ville le matin pour aller en centre-ville, machin, et puis revenir le truc. Et pendant ce temps-là, le bus, il faisait machin. Il n'arrivait pas en ligne, en gare au bon moment. Enfin bref, ça a été fait n'importe comment depuis l'hôtel de ville de Niort. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'était une énorme erreur. Et quand tu fais, ok, on remet tout à plat et on demande aux proviseurs, aux commerçants, machin. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins aux grands patrons, aux employés, etc. On en revient à la participation. Ouais. Oui, ça. Bien sûr. C'est pour le tourisme. Le Charles de Gaulle Express, c'est pour le tourisme. Donc il y a vraiment un lien entre écologie, justice sociale et démocratie. Enfin, c'est les trois piliers d'une action et les trois renoncements d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut une Greta Thunberg en France pour que ça change? Il faut quelqu'un de complètement pas d'accord pour faire de la politique, mais qui arrive et qui dit les choses violemment et qui essaie de vivre en accord avec ses principes, c'est-à-dire qui traverse l'Atlantique en bateau. Il y a Guy Coffil qui veut nous parler d'Asselineau, donc ça sera sans moi, mais voilà, je voulais le noter pour que ça soit dit. Il dit qu'il faut contacter Fabien Sémas. C'est un message pour Cyril. Il faut que tu appelles Fabien Sémas. Voilà. Je serai alors. Mais alors, non, là, le truc... Greta Thunberg, sa place, c'est dans un remake de l'Exorciste. Le truc, c'est que pour obtenir des victoires, il faut agir sur toute la gamme des tactiques. Donc, il faut des gens dans les institutions, il faut des organisations collectives, c'est Greenpeace, il faut une prise de conscience, ça peut être Don't Look Up, ça peut être la culture, ça peut être Greta Thunberg, il faut de la désobéissance civile pour pouvoir interpeller toute l'opinion publique, mais il faut aussi à chaque fois quelqu'un qui agit dans les institutions. Et il y a toutes les victoires féministes, écolos, syndicales, droits civiques aux États-Unis, l'apartheid, la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, ont été obtenues par une combinaison de tout. Les congés payés, le droit de grève, tout a été obtenu. Les droits des femmes, le droit de vote des femmes. C'est les suffragettes qui font de la désobéissance civile vénère au début du siècle.
c'est la prise de conscience collective, que en fait, c'est pas possible qu'en France, les femmes n'aient pas le droit de vote, à d'autant plus forte raison qu'entre 39 et 45, elles ont énormément participé à l'effort de guerre. Et puis, c'est un amendement sur l'ordonnance de 44, Fernand Grenier, tu vois, De Gaulle, il fait l'ordonnance de 44 et il ne prévoit pas que les femmes, elles ont le droit de vote. Et il rajoute un amendement qui dit les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Et ça passe par 67 voix contre 30 et voilà. Et c'est vraiment la diversité des tactiques qui fait que ça Moi, gagne. je trouve quand même ça préoccupant. Ce que tu dis là, c'est la même chose que disait c'est quoi, Simeoni, là, le président de la communauté de Corse qui a été critiqué par sa gestion, etc. Il lui-même disait un peu le discours que tu viens de tenir là sur le fait qu'il ne faut pas rejeter l'institution, etc. Tout en disant derrière, je reconnais quand même qu'on a obtenu plus par les violences qui se sont passées ces derniers jours que par 5 ans de négociations avec ce gouvernement, tout en rappelant la même dynamique avec les gilets jaunes. C'est quand même un peu inquiétant. Alors moi, je ne parlais pas de violence. Pour moi, la désobéissance civile, je suis d'accord, mais elle ne peut être que non violente. D'ailleurs, Jadot a dénoncé Extinction Rébellion, là, ce qu'ils ont fait avec le train à les 1500. Ah ouais, gaspillage de tonnes de blé, là, j'ai pas compris. Mais non, la désobéissance civile, elle est forcément non violente. Elle est assumée, c'est-à-dire que c'est à visage découvert et désintéressé. C'est le contraire du mec qui rentre avec une cagoule dans un centre commercial pour braquer une télé. Quoi, tu vois, c'est pas pour toi, c'est pour une cause qui te dépasse, c'est non violent à l'égard des personnes. Il peut y avoir un fauchage d'OGM, ça va, quoi, et c'est en dernier recours. C'est après avoir posé les conditions d'un dialogue qui a été refusé. Ça, c'est vraiment important. Pas voler une télé chez Carouf, mais faucher un champ d'OGM d'agriculteur, ouais. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, c'était une expérimentation. Et tu fais référence il n'y avait pas eu de débat. Oui, c'est un cas très particulier de fauchage d'OGM par José Bové, Noël Lamère et les anciens, les écolos. Merci à vous. Et en fait, si tu fais une expérimentation en plein champ, l'État avait refusé qu'il y ait le moindre débat dessus. En fait, ça peut, je sais pas comment le. Tu peux pas garantir que ça s'est. Oui, ça contamine les autres plants. En même temps, ils ne sont pas stériles leurs machines là, qui vendent aux agriculteurs ? Là, il débat. Ah ouais. Et là, Macron veut revenir aux OGM. Il l'a annoncé. Il a dit l'agriculture de demain, c'est génétique. Tu vois, moi là, c'est pareil. Comme je te disais sur les éoliennes tout à l'heure, je me dis fondamentalement, les OGM, je n'ai pas conceptuellement de problème avec les évolutions scientifiques. Moi non je plus. me dis si derrière être capable de modifier une plante pour qu'elle devienne résistante à une saloperie qu'on tue avec des pesticides, est-ce que c'est pas mieux ? Sur le principe, c'est séduisant, mais la réalité, c'est que ce qu'ont fait Monsanto avec leur transgénique et autres, notamment en Inde, c'est en fait empêcher que les agriculteurs puissent reprendre les semences. Oui, ça par contre. Et donc les prendre par la gorge. C'est autre chose. C'est là, pour le coup, c'est une histoire de business de les stériliser pour leur revendre la semence. C'était bien ça. Mais le concept de modifier. Ça a été un cauchemar. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais la question de se dire, on est d'accord que dans la nature, toutes les cultures ont des ravageurs en fait. Le fait de la modifier génétiquement, donc scientifiquement, pour éviter qu'on mette des produits contre le ravageur, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un recul ? C'est un recul si tu la brevettes. C'est-à-dire que là, il y a tout un combat justement pour préserver la diversité de toutes les graines, notamment parce que le dérèglement climatique fait que les températures changent selon les latitudes et que fort heureusement, on a conservé des graines anciennes, des semences anciennes pour pouvoir réadapter, rechanger, etc. Là, tu as une privatisation du vivant. C'est ça qui te gêne ? C'est la privatisation plus que la modification de la... Oui, moi, le progrès ou la science ou la recherche et développement n'est pas un problème en soi, c'est un outil. La question, c'est ce que tu en fais. Et finalement, le plus marrant, c'est que c'est le pape François qui en parle le mieux. Désolé de le dire comme ça, mais dans Laudato Si. Et il développe vraiment l'histoire que les OGM sont on pourrait imaginer que c'est juste un outil, quoi. Tu as un couteau, puis tu as un couteau amélioré. Tant que tu t'en sers pas pour assassiner quelqu'un, voilà. Mais que là, c'est vraiment utilisé pour la privatisation et presque la rançon. Et donc très très loin de garantir, comme on nous le promettait, de pouvoir nourrir tout le monde. En fait, au contraire, ça organise plutôt des restrictions. La prédation économique, ça c'est... Laudato Si. Mais tu vois, là, je pensais effectivement qu'il y avait plutôt
je veux dire un blocage, pas forcément un blocage, mais une question sur la modification du vivant en fait. Non, la question c'est Parce la que- privatisation. hein. Parce que globalement, effectivement, même manuellement, tu peux le faire. Quand tu fais des boutures, justement, où Oui, tu, voilà. tu assembles différentes plantes ensemble. Fort Ouais, heureusement, ouais. tout à fait. Ouais. Mm. Sur la question, là, je parlais d'extinction rébellion. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir le lien, mais à l'inverse, avec la question des chasseurs qui ne vous ont pas invité à débattre. Ouais. Est-ce que sur ces questions-là, en fait, il n'y a pas d'autre issue que le combat, en fait? Tu parlais, est-ce qu'il faut une Greta Thunberg pour aller au clash, machin? Les autres qui veulent, les chasseurs, bon, c'est clair, ils veulent plus vous parler. Ouais, hein. ouais. Mais les Donc, chasseurs, c'est parce qu'ils flippent. oui, parce que vous voulez plus qu'ils chassent le week-end et les vacances. Ouais, mais tu Mais- vois. Mais c'est fini, en fait, le débat, c'est que... Non, non, c'est eux qui le refusent. Tu vois, nous, c'est assez simple. Quoi. On fait une proposition qui est très loin de ce qu'on pourrait imaginer. Là, en vrai, la chasse, je ne crois pas toute la com qui nous est faite. Tu as désormais 3 fois plus de Parisiens qui chassent que d'agriculteurs. Parisiens qui chassent? Ouais. Tu as 11 à 12% des chasseurs qui sont des Parisiens, Ouais. alors que tu n'as que 4% des agriculteurs qui sont des Sont agriculteurs. Tu vois, c'est un truc CSP+, de plus en plus, plus de 30% des cadres, etc. Enfin, bref, ça devient un hobby, un loisir morbide, où les gens payent de plus en plus cher pour aller, tu sais, dans des enclos, etc., enfin, aller taper des animaux. Un quart des animaux sont élevés pour ça, les faisans et autres. Bon, en fait, on n'est plus du tout dans la régulation. Et Willy Schren, quand il est poussé dans ses retranchements, le président et lobbyiste des chasseurs, il dit « j'en ai rien à foutre de la régulation ». Il l'assume. Oui, je l'ai vu, oui. Bon. Nous, en face, on dit il y a des chasses qui sont particulièrement cruelles et des espèces protégées. Celles-là, on arrête, quoi. On est en Europe, un des seuls pays qui autorise autant d'espèces protégées chassées. Il y a plus de 65. Donc ça, là, on arrête et on réduit. On n'est même pas en train de dire on annule tout. Tu vois. Et quand on fait une proposition assez basique, les week-ends et les vacances scolaires, tu as les enfants qui rentrent notamment chez les grands-parents, tu vois, là où il peut y avoir une forêt, tu as envie de partir en famille et tu entends des tirs et c'est hyper anxiogène. Et par ailleurs, on voit qu'il y a des incidents, des accidents. Bon, pas le week-end, quoi. C'est une proposition. Si nous avait dit, bon, ok pour le dimanche et le samedi, par contre, on a le droit, on engageait un truc. Mais en fait, ils sont tellement raidis, incapables de débattre, que du coup, ils disent non. Et je pense qu'ils perdent pied dans l'opinion. Et en fait, ça se voit. Plus ils sont raides comme ça, tu vois, les mecs, ils disent même pas pardon aux victimes. Il y a chaque accident, oui. Mais à chaque accident, ils n'ont aucun mot pour les victimes. Tu vois, il y a un cas qui m'avait marqué, c'était Morgan Keane, dans le Lot. Il devait avoir 26 ans et est tué d'une balle alors qu'il était en train de scier du bois dans son jardin. Balle perdue. Bon. C'est ses amis qui ont lancé le collectif Un jour un chasseur. Et donc, qui collectent des témoignages. Alors, c'est des incidents plus ou moins graves, des fois, c'est voilà. Mais il est impossible d'avoir un dialogue entre ces jeunes femmes-là qui sont pas juste. Enfin, elles veulent faire évoluer les choses, quoi. Elles veulent une régulation, notamment parce qu'on n'a pas le contrôle des armes. Quand un chasseur part à la retraite, l'arme, elle disparaît. Embêtant quand même, tu vois. On retrouve une arme de chasse dans 25% des féminicides. Et tous les gens qui te parlent de sécurité, t'en parlent jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? C'est un vrai sujet. Elles l'amènent sur la table. Elles ont 100 000 signatures au Sénat. Et Gérard Larcher, son job, là, en ce moment, c'est d'enterrer le truc. Non, je trouve que c'est important d'avoir le sujet, le débat. Et si on trouve un compromis, on aura progressé et sur limiter les accidents de chasse, et sur la protection des espaces protégés, la condition animale. On n'aura pas obtenu tout ce que je voulais, mais on aura progressé. Eux, ils ne veulent pas du tout bouger. Et je pense qu'ils sont en train de perdre pied dans l'opinion. Et donc, ils ne nous invitent pas. Ok. C'est sûr que des arbres dans le pays, il y en a. Alors, par contre, sur la stade, je suis assez surpris sur la stade des Parisiens. C'est incroyable. La stade c'est la fondation Sommer. C'est d'ailleurs une fondation qui est proche de celle qui a financé le musée de la chasse. C'est la fondation Sommer qui a sorti ces stades. Tu sais qu'il y a des Parisiens qui vont chasser le week-end de plus en plus. Ouais, c'est ça, tu vois, les trucs en Sologne, quoi, tu vois, le petit coup de fusil, quoi, entre mecs, comme un peu là. On n'a pas de flingue et on n'a pas de flingue et c'était pas voulu. C'est les enclos de chasse, là, où ça peut aller jusqu'à 2000 balles pour attraper des animaux qui sont littéralement piégés. Alors, Greta Thunberg, sa place, si ça nous pose un problème de dire que Greta Thunberg,
sa place c'est dans l'exorcisme, mais c'est bon. C'est tellement ridicule comme affirmation, on va pas, Oui. tu vois. Ouais, ça m'a juste fait marrer, moi. Ça me fait juste Après, marrer. moi, je suis bon public, hein, j'accepte assez La de question rigoler qu'on a de posée tout, par ailleurs, et c'était les- est-ce quand on qu'il est sur faut, Internet, les une trolls, Greta Thunberg en France Mm. pour que ça bouge? Et Ouais. c'est la vraie question, c'est Greta Thunberg, elle n'est pas politique, mais elle fait de la politique. Elle est totalement cohérente entre ses discours et ses actions, c'est-à-dire qu'elle est vraiment cohérente, quoi. Ça, c'est ce que les gens cherchent quand même. C'est cette forme de cohérence. Puis c'est quelqu'un qui dit la vérité parce qu'elle est jeune, donc précisément parce qu'elle n'a pas d'expérience politique, elle est crédible. Et puis globalement, moi je pense que le problème, la question que je viens de te poser, c'est qu'à force que tout le monde se raidit surtout, il n'y a plus de discussion en fait. Ouais. Mais alors, fini, quoi. attention à ça, parce qu'il y a deux aspects. Il y a la polarisation extrême du débat où on ne peut plus parler. C'est ça. Qui est vraiment... et je pense que Emmanuel Macron a sa part là-dedans. Parce qu'il y avait une arrogance et un truc très vertical en mode « j'ai été élu, circuler, rien à voir », qui peuvent vraiment braquer et on ne comprend pas quoi. Et puis tu as un autre aspect qu'on appelle le raidissement, le backlash en sociologie, où quand tu as une partie de la population qui perd pied dans l'opinion publique, qui perd le débat public, elle se raidit. Tu vois, c'est la manif pour tous. Oui. Nous, on a fait le mariage de Bègle, enfin nous, Noël Mamère a fait le mariage de Bègle, 2 homosexuels en 2004. Ils recevaient des menaces de mort, enfin, la société ne comprenait pas, aucun grand parti, hormis les écolos, s'était prononcé. 10 ans plus tard, c'est la loi Taubira, 2014, et ça avait été un élément du débat de l'élection de Hollande. Ce n'était pas tout qui s'était passé en 2012 sur le truc, mais on savait bien qu'en élisant Hollande, c'était le mariage pour tous. J'étais à peu près calé, quoi. Et la société avait basculé. Et en fait, toute la manif pour tous donnait le sentiment que l'ensemble des catholiques étaient fachos. Mais c'est pas vrai. En fait, ils étaient très bruyants, très audibles, très visibles, mais en fait, l'immense majorité de la population avait basculé. Et bien, s'ils s'aiment, qu'ils se marient, tu vois. Et donc, il faut faire très attention à ne pas confondre le bruit. Enfin, je parle sous ton contrôle, parce que tu dois connaître ça mieux que moi. Le bruit et la vraie masse, quoi. Après, on avait un président qui a décidé qu'il n'était pas complètement convaincu, donc il a laissé la polémique enfler, au lieu de dire tout de suite je vais promulguer cette loi. Donc forcément, on est passé de 82% d'approbation pour le mariage pour tous à moins petit à petit. Ça s'est un peu érodé, c'est toujours resté très majoritaire. Mais le fait qu'il n'ait pas plié le match en 2 semaines ou 2 mois, c'est vrai. Ça a contribué à ce que ça enfle. Donc, et je me souviens qu'à l'époque, il avait même parlé d'une clause de conscience. Il a dit que les maires devaient décider en conscience de marier ou pas les gens, comme si la loi c'était la conscience. Discutable. Du coup, c'est pas un vrai mariage. Du coup, c'est pas un vrai mariage. Mais effectivement, moi. Et on l'entend souvent, toi, cet aspect, le bruit et la masse, quoi. Bonjour à Johan. Moi, le truc qui m'inquiète le plus, c'est quand même effectivement les perspectives de l'abstention sur le premier, voire le deuxième tour. Là, qui montre vraiment un décrochement qui fait qu'à un moment donné, le système va plus fonctionner en fait. C'est que, il faut quand même que les citoyens prennent leur casquette d'électeurs et jouent le jeu. D'en arriver à ce niveau-là où les gens n'ont plus rien à foutre, ça va être compliqué de gouverner. Enfin, je ne vais pas revenir sur la question de la légitimité. Je pense que ce n'était pas forcément le bon sujet. Ce qu'avait dit Larcher, structurellement, tu es légitime, tu es élu, très bien. Les élections ne sont pas truquées, on est une démocratie, tout ça. Mais quand l'électeur ne joue plus le jeu, c'est difficile derrière de qui que ce soit de mener un programme en se disant j'ai été élu pour un programme en fait. Oui, il y a une apathie, hein. Il y a une fatigue démocratique et qui est aussi liée au Covid. Enfin, on n'a pas la tête à ça et autres. Et il y a des polémiques ou des scandales, je pense au rapport sur McKinsey, le recours du gouvernement aux consultants, qui il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 15 ans, la même chose à 10 jours de l'élection de 2007 ou 2012, dans n'importe quel sens, aurait pris beaucoup plus d'ampleur. Je ne sais pas si ça aurait été déterminant et un game changer, mais enfin, ça aurait été un truc. Et là, ça passe crème parce qu'en fait, il y a une fatigue, quoi. Regarde les Pandora Papers, c'est ce que tu dis, tout passe crème en fait. C'est que là, c'est ça, moi je pense que c'est parce qu'il y a un sentiment de toute façon que tout est pourri dans le système. Mais alors, les gens en sont dégoûtés. En fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment en élection libre, pas la Russie, quoi. C'est clair. Et que, en fait, du coup, on peut d'autant plus facilement déjouer les pronostics paresseux, quoi. C'est-à-dire que nous, on l'a vu aux élections européennes, on était donné dans les sondages, et c'était peut-être vrai en plus, très bas, 5, 6, 7. À moins de 5, on n'avait pas d'élu, moins de 3, tu n'es pas remboursé. Enfin, on était vraiment très très bas. Et ça bascule dans les 48 heures.
parce que les gens se disent à quoi va servir mon vote en fait. Mm. Et ben, l'Europe, la transition écolo, oui, ça fait sens pour l'avenir. Pour l'avenir et pour le mien, mais pour ceux de mes enfants, quoi. Quelle planète on laisse à nos enfants. En allant, vraiment on sous-estime notre propre influence, notre propre capacité de peser sur le cours des choses, en disant à nos amis, en fait, tiens, sur cet aspect, tu devrais regarder ce que fait Yannick Jadot, en l'occurrence. Mais ça peut vraiment changer, quoi. Ouais. Rien n'est écrit, et les 2 semaines là, qui viennent, il peut y avoir des vrais effets de bord. À partir du moment où on se dit, mais tiens, ce président n'a tenu aucune des paroles, ni les pesticides, ni l'accueil des réfugiés, ni l'égalité, ni la démocratie évidemment. Révolutionner la démocratie et se retrouver avec un garde des Sceaux mis en examen et un président qui refuse le débat, franchement, on est loin de la destruction, quoi. Les écolos peuvent le faire. Et donc tu peux avoir un vrai bouger dans la toute fin, à la condition que nous, vous et moi là, on assume de jouer ce rôle de vrais citoyens, quoi. De parler à nos proches et de dire vas-y, bouge-toi. Ça peut vraiment changer la donne. Je pense aussi, effectivement, souvent, un truc que moi je suis appelé à rappeler aux gens, c'est que la démocratie, c'est fondamentalement la décision de la majorité, et que si tu veux faire bouger quoi que ce soit, il faut que tu arrives à mobiliser une majorité, et à mobiliser suffisamment de monde, en tout cas, pour l'emporter. Et que globalement, tout ce qui se fait, ça se fait avec notre participation ou avec notre abstention, finalement. Ouais. Donc, et à hauteur d'hommes et de femmes. Ouais. Vraiment, ah oui, vraiment. Bon, les amis, je sais on avait dit 1 heure, 1 heure et quart. On est à 1 heure et quart. Je sais que le main, tu te lèves de bonne heure pour partir. Donc, nous, vas-y. Une dernière question. Allons. Est-ce qu'il y aurait des députés du métaverse? Parce que demain, tu vas avoir des Français Aïe, de aïe, l'étranger. aïe. Ouais. Oh, la Demain, il y aura des choses dans le métaverse. Est-ce qu'il faut des députés du métaverse? Parce que les députés de l'étranger, c'est intéressant comme concept. Il y aura aussi des Français dans le métaverse. Ça peut être leurs avatars. Ouais, non, je trouve qu'on n'a pas assez. non, mais même sur les questions crypto, métaverse, il y a au-delà de la blague, il y a vraiment un truc à examiner. Alors, c'est peut-être parce qu'en France, il y avait eu Second Life, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et les politiques s'étaient lancés, mais le truc a fait complètement flop. Oui. Franchement, c'était un fiasco. Donc peut-être qu'on regarde ça avec un peu de recul. Mais nous, par exemple, pour les Français d'étranger, on propose un conseil régional des Français d'étranger. L'idée étant qu'on est pour une démocratie de résidence, que ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous ne deviez pas être en lien avec les services publics. Et dans la même logique, démocratie de résidence, on est pour le droit de vote des étrangers non communautaires, quoi. En Écosse, démocratie de résidence, tu y es, tu votes. Voilà, tu participes aux décisions. Dans quelle mesure ça se marie avec une représentation dans le métaverse? Franchement, Mais c'est plein de questions, effectivement, très prospectives aujourd'hui. Mais si ça permet d'autres interactions, tu vois. Mais je pense qu'il y a 15 ans, tu m'aurais dit l'élection, elle se joue sur WhatsApp, parce que en parlant à mon cercle d'étudiants, à ma promo ou à mon groupe familial, sans me déplacer et sans prendre le temps d'appeler mamie, ça fait bouger les trucs. Je pense qu'il y a 15 ans, franchement... on n'aurait pas cru. Bah ouais, et même Twitter. Aujourd'hui, de fait, l'élection, elle ne se joue pas sur Twitter, mais c'est un champ de bataille. Et WhatsApp, c'est encore plus puissant, parce que c'est vraiment beaucoup plus proximité. Puissant. Ouais, c'est ça. Et en Afrique, on fait des campagnes entières sur WhatsApp, parce que les gens n'ont pas de PC, évidemment pas de Mac. C'est beaucoup trop cher, mais ils ont des portables. Et après, évidemment, c'est une énorme source de consommation de ressources, ça, on est d'accord. Johan dit, j'ai une requête pour M. Bayou, j'ai un ami qui est fan de vous. Est-ce qu'on peut organiser une rencontre? Alors, on va voir. Évidemment, avec plaisir. C'est pas compliqué, rendez-vous dimanche à 13h au Zénith de Paris dans le 19e, s'il est francilien. Je serai à côté d'un grand eurodéputé qui s'appelle Yannick Jadot. Vous pourrez faire un selfie. Et tu dis que tu viens de la part de Purpose et que c'est convenu avec Julien pour vous rencontrer. Johan, à bientôt. À bientôt, Johan. Comme ça, voilà, c'est super simple. On va pas se lancer sur le métaverse, les cryptos, tout ça, mais franchement, je pense que c'est des sujets faiblement sous les radars politiques, et pourtant on l'a vu là aussi avec l'Ukraine, qui a fait un appel à financement en Bitcoin, pas qu'en Bitcoin d'ailleurs, sur plusieurs cryptos. Ça va bien changer la donne, parce que là on est en train de quand même parler de la décentralisation de la monnaie qui est entre les mains des États, et là la plupart ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Quoi. Et aujourd'hui c'est anti-écolo possible. Je vais le dire, c'est un cauchemar écologique. Mais tu as un changement
c'est quoi? C'est proof of work. Donc tu fais travailler des ordinateurs en pure perte, littéralement, pour résoudre des équations complexes, pour miner, littéralement. Et tu fais proof of stake ou preuve d'enjeu. Et là, tu fais s'effondrer de 99% la consommation. Donc là encore, il y a des innovations de rupture qu'on n'a pas fini de découvrir, qui vont décoiffer. Ouais. C'est clair. Bon, et la loi MiCA n'est pas passée, effectivement. Absolument. On vous remercie pour avoir suivi ce live. Merci Julien d'être passé. Merci on pour sait qu'une l'invitation. campagne, c'est chaud. Hein. Il y a beaucoup de sollicitations partout. Ouais, mais de temps en temps, il y a des invitations un peu spéciales comme celle-ci. Eh ben, c'est super. C'est bien, on a découvert la bière au CBD, on est ravis. Absolument. Ouais, la brasserie Luna Inn, à Lantos sur Lunin. Salut les Ziegler. Voilà, la promo est faite de bout en bout. Salut tout le monde. Et en bonne plus, soirée. elle est très bonne. On se retrouve très rapidement sur Purpose. Ciao, ciao. Ciao. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence.